Je m'appelle Hélène. J'ai 68 ans, veuve depuis bientôt 15 ans, et j'ai toujours vécu à Lorient. La mer a façonné ma vie. J'ai vu mon mari partir sur les bateaux de pêche, revenir les mains calleuses, le regard fatigué mais fier. C'est avec lui que j'ai construit, pierre après pierre, une petite entreprise artisanale de transformation de poissons que nous avons transmise à notre fils unique, Mathieu. Toute ma vie, je l'ai élevé dans l'idée que ce travail était une force, un héritage qu'il fallait préserver. Je croyais avoir réussi. Mathieu est devenu un homme éduqué, respecté, père de 2 enfants. J'étais fière de lui. Je pensais que même si la vie m'avait volé mon mari trop tôt, au moins j'avais ce fils qui me protégerait, qui porterait notre nom, notre effort, notre sueur. Mais j'allais découvrir qu'en réalité, c'était lui qui tenait le couteau prêt à me l'enfoncer dans le dos. Tout a commencé un jeudi soir, alors que je rentrais de la boulangerie. Je trouvais un courrier officiel dans ma boîte aux lettres, glissé entre les factures et la publicité du supermarché. Une enveloppe allant tête d'un cabinet d'avocats de Lorient. J'ai d'abord cru à une erreur. Moi, à mon âge, que pouvais-je bien avoir à faire avec des avocats? Pourtant, mon cœur s'est serré. J'ai ouvert la lettre dans ma cuisine, les mains tremblantes, et ce que j'ai lu m'a glacé le sang. Madame Le Goff, nous vous informons que votre fils, Monsieur Mathieu Le Goff, a déposé une requête auprès du tribunal de commerce afin de vous déclarer inapte à gérer vos biens et vos affaires courantes. Je suis resté figé, mon propre fils. Inapte? Moi qui avais dirigé l'entreprise avec son père pendant plus de 30 ans. Moi qui payais encore mes factures, qui gérais ma maison, mon jardin. J'ai relu la lettre plusieurs fois, incapable de respirer. Les mots tournaient dans ma tête. Inapte, requête, tribunal, et surtout ce nom, mon fils. J'ai pensé un instant qu'il s'agissait d'une méprise, d'une plaisanterie de mauvais goût. Mais le tampon du greffe du tribunal ne laissait aucun doute. Quelques minutes plus tard, mon téléphone vibra. C'était mon avocat, Maître Perrin, un homme sérieux que je consultais parfois pour des papiers liés à l'entreprise. Sa voix était grave, inhabituelle. Madame Le Goff, je suis désolé de vous appeler ainsi, mais je dois vous prévenir. Votre fils a engagé une procédure. Il prétend que vous n'êtes plus en état de gérer vos biens. Selon lui, vous souffririez de troubles de la mémoire et auriez pris des décisions financières incohérentes. Je crus m'étrangler. Moi, des troubles de mémoire? C'était absurde. Certes, j'oubliais parfois où j'avais posé mes lunettes, mais qui ne le fait pas à 68 ans? Il a joint à sa requête plusieurs attestations, poursuivit Maître Perrin, des témoignages de proches, d'anciens collègues. Ils vous décrivent comme instable. Instable. Le mot résonna comme une gifle. J'ai pensé au dîner de famille, aux fêtes d'anniversaire où j'avais tout préparé pour ses enfants. Instable, moi qui n'avais jamais cessé d'être solide. Comment pouvait-il trahir à ce point sa propre mère? Maître Perrin ajouta après un silence lourd. Je crains qu'il n'ait aussi produit un certificat médical. Un certificat? Je n'avais jamais consulté de psychiatre, jamais passé de test. D'où venait ce document? À cet instant, une idée horrible m'a traversée. Et si Mathieu avait convaincu un médecin, peut-être un ami, d'écrire ce qu'il voulait? La trahison me brûlait les entrailles. J'ai reposé le téléphone, incapable de dire un mot. Dans ma maison silencieuse, les murs semblaient se resserrer. Mon mari n'était plus là pour me défendre. J'étais seule face à mon fils. Le soir, je n'ai pas dormi. Je repassais dans ma tête chaque conversation passée avec lui. Je me rappelais son insistance, il y a quelques mois, pour que je lui cède la maison familiale pour simplifier les choses. J'avais refusé. Et maintenant, tout devenait clair. Il ne cherchait pas à simplifier, il cherchait à s'emparer. Ce qui me blessa le plus, ce n'était pas seulement la cupidité. C'était le mensonge. Mathieu savait que je tenais à mon indépendance. Il savait que je voulais rester digne. Et lui, au lieu de me protéger, avait choisi de m'écraser. Le lendemain matin, je me suis levée avec une résolution glaciale. Si mon fils voulait me faire passer pour folle, je n'allais pas rester muette. J'avais passé ma vie à lutter contre la dureté de la mer, contre la maladie qui avait emporté mon mari, contre la solitude. J'étais vieille, oui, mais pas morte. J'ai pris rendez-vous avec mon avocat. Ensemble, nous avons commencé à rassembler des preuves. Mes comptes bancaires à jour, mes papiers classés avec soin,
mes voisins prêts à témoigner que je gérais ma maison seule. Chaque détail devenait une arme. Et puis, un élément choquant est apparu. Maître Perrin, en consultant le dossier, découvrit que mon fils avait déjà pris contact avec une agence immobilière de Lorient pour mettre en vente ma maison, avant même que le tribunal ne statue, comme si ma mise sous tutelle était déjà acquise, comme si j'étais déjà dépossédée. Là, la douleur fit place à une colère glaciale. Mon sang battait dans mes tempes. Mon fils n'attendait même pas la décision de justice pour s'emparer de ce que son père et moi avions bâti toute une vie. Il m'avait rayé de son monde, transformé en obstacle à éliminer. Je me suis juré que jamais je ne lui donnerais cette victoire. Si Mathieu pensait que sa mère se laisserait réduire au silence, il se trompait lourdement. J'avais encore des cartes à jouer. Et il allait bientôt comprendre qu'une femme de 68 ans pouvait se montrer plus redoutable qu'il ne l'avait jamais imaginé. Que feriez-vous si votre propre enfant tentait de vous déclarer inapte pour vous voler votre maison? Dites-moi en commentaire, auriez-vous la force de vous battre ou choisiriez-vous le silence? Je suis sortie du cabinet de mon avocat en titubant légèrement, comme si la rue elle-même se dérobait sous mes pas. Lorient bruissait d'une activité banale. Des enfants sortaient de l'école, des retraités discutaient devant la boulangerie, les bus passaient en cahotant. Tout semblait normal, et pourtant, ma vie venait de basculer. J'étais désormais en guerre contre mon propre fils. Je rentrais chez moi, le cœur serré. Chaque objet de la maison me rappelait les sacrifices de mon mari et moi. Les rideaux que j'avais cousus moi-même, la grande armoire de chêne offerte par mes parents, le carrelage posé à la main par mon mari un été entier. Tout cela, Mathieu voulait le vendre, m'arracher à mes souvenirs, m'expulser comme une étrangère. Le soir, je pris mon carnet. J'y écrivis chaque fait, chaque date. Les appels de Mathieu, ses propositions étranges de simplification, ses silences lourds lors des repas de famille. Puis je notais la découverte de l'agence immobilière. Le nom, le numéro de téléphone, le contact qui avait déjà fixé une visite. Oui, il y avait une visite prévue et j'en avais la preuve. Mon sang se glaça. Il comptait déjà montrer la maison à des inconnus, comme si j'étais une locataire de passage. Je passais une nuit blanche à classer mes documents, quittance EDF à mon nom, relevé bancaire, courrier de la mutuelle. Tout devait être impeccable. Chaque papier était une pierre dans le mur que je dresserais contre lui. Le lendemain, je pris une décision, aller moi-même à l'agence immobilière. J'entrai dans le hall, l'air décidé malgré la boule dans mon ventre. Une jeune femme m'accueillit avec un sourire poli. « Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Je viens au sujet d'une maison à vendre au nom de Le Goff. » Son sourire se figea un instant. Elle tapa sur son clavier, puis acquiesça. « Oui, c'est bien noté. Mise en vente par monsieur Mathieu Le Goff. Vous êtes intéressé par l'achat? » J'ai cru défaillir. Il avait osé. Il avait signé en son nom, sans même avoir encore le moindre droit. Je pris une grande inspiration. « Je suis Hélène Le Goff, dis-je d'une voix ferme. La propriétaire de cette maison est la mère de monsieur Mathieu Le Goff, et je vous informe officiellement que cette maison n'est pas à vendre. » Le silence se fit dans l'agence. La jeune femme bafouilla des excuses, promit de vérifier le dossier. Je sortis, le dos droit. J'avais compris quelque chose de crucial. Mathieu ne se contentait pas de préparer une attaque judiciaire. Il m'avait déjà rayé de l'équation. Dans sa tête, j'étais déjà effacée. Ce jour-là, j'ai décidé de ne plus être sur la défensive. Je devais passer à l'attaque. J'appelais discrètement ma voisine Jeanne, une ancienne institutrice à la retraite. Depuis des années, elle me rendait de petits services, arrosait mes plantes quand je partais quelques jours. Je lui racontais tout, la voix tremblante. Jeanne se montra bouleversée, mais aussi indignée. « Ton fils. Je n'en reviens pas, Hélène. Bien sûr que je témoignerai. Tu es parfaitement lucide, tu gères tout toute seule. Il ne pourra pas prouver le contraire. » Ce fut comme une étincelle. Je réalisais que je n'étais pas seule. Certains allaient se lever à mes côtés. Les jours suivants, je consultais mon médecin traitant qui m'examina avec rigueur et rédigea un certificat attestant que je n'avais aucun trouble cognitif ni psychiatrique. Ce papier serait une arme précieuse. Puis, je passais chez le notaire de famille. Là, j'appris une autre vérité glaçante.
Mathieu avait tenté de savoir si je pouvais lui donner la maison de mon vivant par avance, pour simplifier la succession. Le notaire, étonné, avait refusé de répondre sans ma présence. J'en eus la gorge serrée. Mon fils n'avait aucune patience, aucune pudeur. Il me voyait déjà comme une ombre gênante à écarter. Le soir, seul dans ma cuisine, je regardais une photo de lui enfant. Son sourire, ses joues rondes, ses yeux clairs. J'entendais encore sa voix de petit garçon. « Maman, tu seras toujours là quand j'aurai peur ?» Je lui avais juré que oui. Mais ce soir-là, c'était lui qui me faisait peur. Maître Perrin, mon avocat, monta rapidement une stratégie. Nous allons démonter, pièce par pièce, son dossier. Témoignages de voisins, certificat médical, preuve de votre gestion courante. Et surtout, nous allons demander compte sur cette agence immobilière. C'est illégal de proposer une vente sans mandat du propriétaire. Je hochais la tête, mais je savais qu'il me faudrait plus. Pour gagner contre mon propre fils, il ne suffisait pas de prouver ma bonne santé. Il fallait révéler ses véritables intentions. Et le choc arriva plus vite que prévu. Un soir, en rangeant le courrier, je tombais sur une enveloppe mal adressée, glissée par erreur dans ma boîte aux lettres. Elle venait d'une banque parisienne. Je n'y avais aucun compte. Curieuse, je l'ouvris et je découvris le nom de mon fils. Un contrat de prêt colossal, signé par lui avec ma maison proposée comme garantie hypothécaire. Je restais figée, incapable de respirer. Ainsi, voilà la vérité. Mathieu n'agissait pas par inquiétude pour ma santé. Il avait besoin d'argent, beaucoup d'argent. Et il était prêt à sacrifier sa mère pour couvrir ses dettes. Je sentis mes mains trembler, mais une étrange sérénité m'envahit. J'avais entre les doigts la preuve de son avidité. Le masque était tombé. Il ne s'agissait plus seulement de me défendre. Désormais, il me fallait frapper. Je rangeais précieusement cette lettre dans un dossier. Demain, j'irai la montrer à mon avocat. Pour la première fois depuis des jours, je me sentis moins vieille, moins vulnérable. Je n'étais pas une victime. J'étais une mère trahie, prête à livrer bataille. Le matin suivant, je franchis le seuil du cabinet de mon avocat avec l'enveloppe serrée contre ma poitrine, comme si elle contenait ma propre survie. Maître Perrin leva les yeux de son bureau en voyant mon visage tendu. Sans un mot, je lui tendis la lettre de la banque. Il ajusta ses lunettes, parcourut le document, et son front se plissa presque aussitôt. « C'est très grave, murmura-t-il. Votre fils a contracté un prêt considérable et il a mis votre maison en hypothèque comme garantie. Mais pour faire cela, il aurait fallu votre accord notarié. »« Je n'ai jamais rien signé, » répondis-je d'une voix cassée. « Jamais. » Il me fixa, les lèvres pincées. « Alors c'est une fraude. Soit il a utilisé de faux documents, soit il a menti à la banque. Quoi qu'il en soit, nous tenons une arme. » Mon cœur battait si fort que j'entendais mon sang dans mes tempes. Voilà donc le nœud du drame. Non seulement il voulait me faire passer pour inapte, mais il avait déjà utilisé ma maison comme monnaie d'échange. Si le tribunal lui donnait raison, il pourrait vendre et solder ses dettes en me laissant à la rue. Nous avons élaboré un plan. Première étape, réunir tous les témoignages possibles sur ma lucidité. Deuxième étape, déposer plainte pour usage frauduleux de mon identité. Troisième étape, attendre le moment opportun pour confronter Mathieu publiquement. Je rentrais chez moi avec ce mélange de peur et de force qui naît quand on n'a plus le choix. Dans la rue, les gens me saluaient gentiment, ignorant le volcan qui grondait dans ma poitrine. Le week-end, Jeanne, ma voisine, vint me voir avec une tarte aux pommes. Elle posa sa main ridée sur la mienne. « Hélène, j'ai parlé avec d'autres voisins. Tous sont prêts à témoigner que tu t'occupes de ta maison seule, que tu n'as rien perdu de ta tête. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seule. » Ces mots m'arrachèrent des larmes. Pendant des années, je m'étais crue invisible, une vieille femme qu'on oublie. Mais il restait des regards bienveillants, des mains prêtes à se tendre. Quelques jours plus tard, je fus convoquée au tribunal de Lorient pour une première audience de mise en état. Le grand bâtiment gris semblait peser sur mes épaules. Dans la salle, je vis Mathieu assis au premier rang avec son avocat, un homme en costume sombre au sourire froid. Mon fils ne me regarda pas. Son visage restait impassible, presque dur, comme s'il n'était plus le petit garçon que j'avais élevé, mais un étranger. Quand l'affaire fut appelée, son avocat prit la parole. « Madame Le Goff présente des troubles de mémoire avérés, dit-il. Plusieurs témoins, anciens collègues,
attestent de son comportement incohérent. Mon client ne souhaite que protéger sa mère et préserver le patrimoine familial. Je crus m'étrangler. Protéger? Alors qu'il avait déjà hypothéqué ma maison. Mon avocat répliqua calmement, déposa sur la table le certificat médical attestant de ma bonne santé, ainsi qu'une pile de factures et documents que j'avais gérés seul. Le juge, une femme aux cheveux blancs, écoutait attentivement. Puis, chose inattendue, Mathieu demanda la parole. « Maman, dit-il, je fais tout cela pour toi. Tu n'as plus l'âge de gérer les comptes, les papiers, je veux seulement éviter les erreurs. » Sa voix était douce, presque cajoleuse. Pendant une seconde, j'ai vacillé. Il m'appelait encore « maman », mais je pensais à l'enveloppe de la banque. Mon regard se durcit. « Alors pourquoi » ai-je demandé d'une voix ferme. « Pourquoi as-tu mis ma maison en garantie pour un prêt bancaire de 400 000 €? Un murmure parcourut la salle. Mathieu pâlit. Son avocat se raidit. Le juge leva les yeux vers lui, surprise. « Est-ce exact, monsieur Le Goff ?» demanda-t-elle. Les jours qui suivirent l'audience furent lourds comme un ciel d'orage. Je ne pouvais plus sortir faire mes courses sans craindre de croiser un regard indiscret. Lorient est une ville portuaire, mais c'est aussi un village. Tout finit par se savoir. Certains voisins m'interpellaient discrètement pour me dire leur soutien. D'autres détournaient les yeux, mal à l'aise. Le mot « inapte » planait autour de moi comme une rumeur toxique. Mathieu, lui, avait disparu de mon quotidien. Plus d'appels, plus de visites. C'est par la bouche des avocats que nous communiquions désormais. Mon fils m'avait effacé de sa vie, sauf pour m'attaquer. Un matin, Maître Perrin m'appela. « Madame Le Goff, il faut que vous veniez au cabinet. Votre fils a produit de nouveaux documents. » Je sentis la peur grimper dans ma gorge. Quand j'arrivai, il me montra un dossier rempli de papiers. « Voyez, dit-il. Il a fourni au tribunal des relevés bancaires prétendant montrer que vous auriez fait des virements incohérents vers des comptes fantômes. » Je parcourus les pages, abasourdi. Mais ce n'est pas moi. Ces opérations ne figurent pas sur mes relevés réels. Je le sais. Ce sont des faux. Mais il faudra le démontrer, et ce ne sera pas facile. Je m'effondrais sur la chaise, les larmes aux yeux. Comment mon fils pouvait-il aller jusqu'à fabriquer des preuves contre sa propre mère? Ce n'est pas tout, ajouta Maître Perrin. Il a produit un témoignage écrit de votre belle-fille, Claire. Elle affirme que vous oubliez souvent vos petits-enfants à l'école, que vous ne reconnaissez plus les gens au marché. Je restais sans voix. Claire, cette femme que j'avais accueillie dans ma maison, que j'avais aidée quand elle venait d'accoucher, osait maintenant me salir pour soutenir les mensonges de son mari. Une colère froide s'empara de moi. Alors soit, dis-je, qu'ils aillent jusqu'au bout, mais je ne resterai pas sans riposter. Maître Perrin me regarda longuement, puis acquiesça. Il existe une piste. Vous vous souvenez de cette enveloppe de la banque? J'ai contacté un ami à Paris. Il enquête discrètement. Il pense que votre fils est empêtré dans une affaire plus grave encore qu'un simple prêt. Je sentis mon cœur se serrer. Quelle affaire? Des dettes de jeu, murmura-t-il. Il aurait perdu des sommes colossales dans un cercle privé à Rennes, et certains de ses créanciers seraient liés à des réseaux pas très clairs. Je restais pétrifié. Mon fils, joueur compulsif, cela expliquait tant de choses. Sa nervosité, son besoin d'argent, son empressement à me dépouiller. Le soir, je rentrais chez moi vidé. Je m'assis devant la photo de mon mari. « Tu vois ce qu'il est devenu ?» chuchotai-je. « Notre fils, il a choisi la honte. Mais moi, je tiendrai. » Pour nous. Le lendemain, je reçus une visite inattendue. Jeanne, ma voisine, frappa à ma porte avec un air grave. « Hélène, j'ai quelque chose à te dire. L'autre soir, j'ai vu ton fils entrer dans le café près du port. Il parlait à voix basse avec 2 hommes. L'un d'eux l'a menacé. Je l'ai entendu dire « Tu paies avant la fin du mois ou tu perds tout. » Je la remerciais, bouleversée. Voilà qui confirmait les soupçons de l'avocat. Mathieu n'était pas seulement un fils ingrat, il est pris à la gorge par des dettes dangereuses. Et pour s'en sortir, il avait choisi la voie la plus vile. Sacrifier sa mère. Je passais la nuit à réfléchir. Entre mes mains, j'avais désormais une arme, la preuve qu'il avait hypothéqué ma maison et la rumeur de ses dettes de jeu. Mais je devais rester patiente. Il fallait frapper au bon moment devant les yeux du juge afin que tout éclate. Une semaine plus tard eut lieu la 2e audience. La salle était pleine. Des curieux,
des voisins, même quelques journalistes locaux. Mon fils arriva le premier, costume sombre, mine ferme. Sa femme à ses côtés baissait les yeux, mais je vis briller dans son regard une satisfaction mauvaise. Quand vint son tour de parler, son avocat lut à haute voix les prétendus relevés bancaires, décrivant une vieille femme confuse, dilapidant ses économies. Puis il cita la déposition de Claire, décrivant une grand-mère incapable de s'occuper de ses petits-enfants. Chaque mot me déchirait, mais je gardais la tête haute. Puis, au signal de mon avocat, je sortis lentement l'enveloppe de la banque et la posai sur la table. « Madame Le Goff, avez-vous quelque chose à ajouter ?» demanda le juge. Je pris une grande inspiration. « Oui, Madame la Présidente, je veux que vous sachiez qui est réellement mon fils. Voici un contrat bancaire où il a mis ma maison en garantie d'un prêt colossal. Je n'ai jamais signé ce document. C'est une fraude. » La salle s'emplit de murmures. Le juge prit le papier, le lut avec attention, fronça les sourcils. Elle leva les yeux vers Mathieu. « Monsieur Le Goff, que répondez-vous » Il devint blême, chercha ses mots. Son avocat tenta d'intervenir, mais la présidente l'interrompit. « Silence, maître. Je veux entendre votre client. » Alors, dans un geste qui me glaça, Mathieu se leva et dit d'une voix dure. « Ma mère ment. Elle perd la tête. Elle ne se souvient plus de ce qu'elle signe. » Un frisson parcourut la salle. Voilà, il l'avait dit. Pour sauver sa peau, il était prêt à me traiter de folle en face. Je sentis les larmes monter, mais je les refoulais. Je n'avais pas encore joué ma dernière carte, car je savais que bientôt, ces dettes de jeu remonteraient à la surface comme des cadavres dans l'eau trouble. Et ce jour-là, il ne pourrait plus me faire passer pour folle. Ce jour-là, ce serait lui, l'imposteur démasqué. Lorsque je sortis du tribunal ce jour-là, le vent marin fouettait mon visage. Les murmures de la salle résonnaient encore dans mes oreilles. Elle ment, son propre fils. C'est une affaire sordide. J'avais l'impression que toute la ville avait entendu l'accusation de Mathieu, comme un coup de tonnerre lancé au-dessus de ma tête. Je marchais lentement dans les ruelles de Lorient, le cœur lourd mais décidé. S'il voulait me faire passer pour folle, alors il allait devoir affronter la vérité nue. 2 jours plus tard, Maître Perrin m'appela d'une voix pressée. « Madame Le Goff, venez vite. Nous avons reçu de nouvelles informations. » Dans son bureau, il avait étalé sur la table des copies de relevés bancaires obtenues grâce à son contact à Paris. « Regardez. Voilà la liste des transactions de votre fils depuis 2 ans. Voyez-vous ces virements réguliers vers une société écran enregistrée à Rennes ?» Je lus, incrédule. Des sommes énormes, parfois 10 000 euros, parfois 20 000 euros, toujours envoyés à la même société obscure. « C'est un cercle de jeu clandestin, » expliqua-t-il. « Votre fils y a perdu des fortunes. » Je sentis ma poitrine se serrer. Alors c'était vrai. Mon fils était devenu dépendant au jeu, prisonnier de dettes qu'il n'arrivait plus à rembourser. Et ce n'est pas tout, poursuivit l'avocat. Nous avons un témoin. Il appela aussitôt, et quelques minutes plus tard entra dans le bureau un homme trapu, la cinquantaine, ancien client de notre entreprise de transformation de poissons. Je le reconnus aussitôt. Alain, un marin retraité. « Je préfère que vous entendiez cela de ma bouche, dit-il. J'ai vu votre fils plusieurs fois au Cercle de Rennes. Il jouait gros, très gros. Et il perdait. Il m'a même demandé de lui prêter de l'argent une nuit. J'ai refusé. Mais je sais qu'il devait beaucoup à des hommes pas recommandables. Chaque mot me frappait comme un marteau. Mon fils ne reculait donc devant rien. Trafiquer des documents, salir ma réputation, tout ça pour sauver sa peau face à des créanciers dangereux. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais assise devant la fenêtre de ma chambre, regardant les lumières du port. Mon mari me manquait atrocement. Lui seul aurait su parler à Mathieu, le raisonner, l'arrêter avant qu'il ne bascule. Mais moi, je n'avais plus qu'une arme, la vérité. Quelques jours plus tard, la preuve éclata presque d'elle-même. Je revenais du marché quand je vis, à l'angle de ma rue, 2 hommes qui discutaient vivement avec Mathieu. L'un d'eux l'empoigna par le col. Je me cachai derrière un mur, glacé. « Tu paies dans 15 jours, menaça l'homme, sinon c'est ta maison qui saute. » J'en eus le souffle coupé. Ces mots étaient sans appel. C'était bien ma maison qui servait de caution. Mon fils leur avait promis ce qu'il n'avait pas le droit de donner. Le soir, j'appelai discrètement Jeanne. « Tu as vu ce qui s'est passé devant la boulangerie ?» demandai-je. « Oui,
me répondit-elle. Et crois-moi, tout le quartier en parle déjà. Alors je compris. Plus besoin de chercher à convaincre en secret. La rumeur allait m'aider. Bientôt, tout le monde saurait que ce n'était pas moi la folle, mais bien lui, le joueur ruiné. La semaine suivante, nouvelle audience. Cette fois, la salle était comble. Les journalistes s'étaient installés au fond, carnet en main. Le juge fit signe à mon fils de s'expliquer sur les documents bancaires. Son avocat tenta d'esquiver. Ces pièces n'ont aucun lien direct avec la procédure d'inaptitude. Nous contestons leur recevabilité. Mais Maître Perrin se leva d'une voix claire. Ces pièces montrent le mobile véritable de M. Le Goff. Il veut déclarer sa mère inapte afin de mettre la main sur ses biens et de solder ses dettes de jeu. Nous avons un témoin prêt à l'affirmer. Alain fut appelé à la barre. Sa voix résonna dans la salle, solide comme une coque de navire. Oui, je l'ai vu jouer. Oui, il m'a demandé de l'argent. Oui, il doit des sommes énormes. Un silence pesant suivit. Le juge fixa Mathieu qui transpirait à grosses gouttes. Alors, dans un sursaut, mon fils explosa. Et alors? Oui, j'ai joué. Oui, j'ai perdu. Mais tout cela, c'était pour tenter de faire fructifier notre patrimoine. Il avait crié trop fort. Sa voix résonna comme un aveu brutal. Les journalistes notèrent aussitôt. Le masque venait de tomber. Je sentis mes jambes trembler. Une part de moi aurait voulu se lever, courir vers lui crier qu'il gâchait tout, que je l'aimais malgré tout. Mais une autre part, plus froide, plus dure, me soufflait. Ne faiblis pas. S'il a choisi la trahison, il doit en payer le prix. Quand l'audience fut levée, je sortis lentement. Dans le hall du tribunal, je croisais son regard. Ses yeux me lançaient une haine sourde, mais derrière cette haine, je vis une peur animale, la peur d'un homme acculé. Et je compris que la bataille ne faisait que commencer. Car Mathieu, humilié publiquement, allait tout tenter pour se relever, quitte à m'entraîner plus loin dans la boue. Mais moi, j'étais prête. Car désormais, ce n'était plus seulement une lutte pour ma maison. C'était une lutte pour ma dignité, pour la mémoire de mon mari, pour toutes ces années de sacrifice qu'il voulait effacer. Après cette audience où la vérité sur ses dettes avait éclaté, je crus un instant que Mathieu allait enfin reculer. Mais c'était mal connaître mon fils. Plus il se sentait acculé, plus il devenait dangereux. Et bientôt, je découvris jusqu'où il était prêt à descendre. Un matin, je reçus une convocation étrange. Un huissier devait venir constater l'état d'abandon de ma maison. Je faillis éclater de rire devant l'absurdité. Ma maison, que je nettoyais chaque jour, où chaque bibelot avait été dépoussiéré, où mes factures étaient payées à l'heure. Mais derrière cette mascarade, je devinais la main de Mathieu. Je décidai de préparer la visite avec soin. Quand l'huissier arriva, costume sombre, mine sévère, il fut surpris de me trouver debout, digne, la maison impeccable, le jardin fleuri, le frigo rempli. Je l'accueillis avec une politesse glaciale. « Entrez, monsieur. Constatez vous-même. Voyez si je suis inapte à m'occuper de mon foyer. » Il parcourut les pièces, prenait des notes, hochait la tête. À la fin, il eut un bref sourire. « Je ferai mon rapport, madame. » Je n'ai vu aucun signe d'abandon. Je refermai la porte derrière lui avec un soulagement mêlé de colère. Mathieu essayait d'accumuler de fausses preuves, mais chaque fois, je tenais bon. Pourtant, au fond de moi, je savais qu'il ne s'arrêterait pas là. 2 jours plus tard, un nouveau choc. Je reçus un appel de ma banque. « Madame Le Goff, nous vous contactons car nous avons reçu une demande de retrait importante de votre compte épargne. Pouvez-vous confirmer ?» Je crus tomber à la renverse. Quelle demande? Je n'ai rien signé. Pourtant, nous avons ici un formulaire à votre nom avec votre signature. Je me précipitai à l'agence. Quand le conseiller me montra le papier, mon sang se glaça. La signature ressemblait à la mienne, mais ce n'était pas la mienne. Un faux grossier. Mathieu avait osé imiter ma main. Le directeur de l'agence, un homme sérieux que je connaissais depuis des années, fronça les sourcils. « Madame, je vous crois. Nous allons lancer une expertise graphologique et nous mettrons votre compte sous surveillance stricte. » J'étais tremblante en sortant, mais aussi étrangement réconfortée. Enfin, j'avais des témoins de sa fraude. C'est ce soir-là que le sauveur inattendu fit son entrée. Je reçus la visite d'un homme que je connaissais à peine. Maître Lemoine, un notaire de Lorient, vieil ami de mon mari. Je l'avais croisé autrefois, mais sans lien particulier. Il avait appris par la rumeur ce qui se passait.
Madame Le Goff, dit-il d'une voix calme, je crois que votre fils a déjà tenté de m'approcher. Il voulait que je prépare un acte de donation anticipée de votre maison. Sans vous, évidemment. Je l'ai éconduit, mais j'ai conservé une copie de ses demandes écrites. Il posa sur ma table un dossier épais. Mon cœur bondit. Voilà la preuve ultime. Noir sur blanc, mon fils avait tenté de me déposséder illégalement. Avec cela, ajouta maître Lemoine, vous pourrez le mettre au pied du mur. Je serrai ses mains avec reconnaissance. Merci, maître. Vous venez de sauver mon honneur. Désormais, ma stratégie était claire. Accumuler toutes les preuves de ces manœuvres frauduleuses, puis les révéler au grand jour devant le juge. Je n'étais plus seulement une mère blessée, j'étais une combattante qui se préparait à frapper. Pourtant, la douleur ne me quittait pas. Chaque soir, je regardais la photo de Mathieu enfant, son petit visage souriant, ses bras autour de mon cou. Comment ce garçon lumineux avait-il pu devenir cet homme prêt à sacrifier sa propre mère? Était-ce ma faute? Avais-je trop donné, trop cédé? Mais je chassais ces pensées. La culpabilité n'avait plus sa place. Si je voulais survivre, je devais garder la tête froide. Une nouvelle audience approchait. Cette fois, je sentais que l'étau se resserrait. Mathieu croyait m'avoir affaibli avec ses faux papiers et ses rumeurs. Mais il ne savait pas encore que j'avais désormais un notaire de mon côté, un huissier qui m'avait blanchi, une banque prête à témoigner d'une tentative de fraude et un voisin marin qui connaissait ses dettes de jeu. Le jour venu, je m'habillais de mon tailleur bleu marine, celui que j'avais porté pour l'enterrement de mon mari. J'attachais mes cheveux blancs en chignon serré. En me regardant dans le miroir, je murmurais « Aujourd'hui, je ne suis plus la mère. Je suis la veuve Le Goff et je vais me battre. » En entrant dans le tribunal, je croisai Mathieu. Ses traits étaient tirés, ses yeux rougis, mais il tenta de me toiser avec arrogance. Je soutins son regard sans flancher. Cette fois, il ne me ferait plus plier. La salle d'audience était pleine à craquer ce matin-là. On aurait dit que toute la ville de Lorient s'était donné rendez-vous pour assister à ce duel familial. Les bancs de bois craquaient sous le poids des curieux, des journalistes griffonnant dans leurs carnets, des voisins qui n'osaient pas me regarder dans les yeux. L'air sentait le papier humide et l'angoisse. Je pris place à côté de mon avocat, le dos droit, le visage fermé. J'avais passé la nuit à relire une dernière fois les documents que m'avait remis maître Lemoine, le notaire. Mes mains tremblaient encore, mais ce n'était plus de peur. C'était l'adrénaline froide de celle qui sait qu'elle détient enfin la vérité. Mathieu entra quelques minutes plus tard. Son costume sombre mal ajusté, ses cernes profonds, ses gestes brusques trahissaient son agitation. Il évita soigneusement mon regard. À ses côtés, Claire, ma belle-fille, affichait un masque impassible, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'impatience. Le juge, une femme aux cheveux d'argent, ouvrit l'audience d'une voix claire. Nous allons examiner les éléments nouveaux apportés par les parties. L'avocat de Mathieu se leva le premier. Il tenta une fois de plus de m'accabler. Madame Le Goff est manifestement confuse. Ses propres enfants ont constaté ses pertes de mémoire. Elle n'est plus en mesure de gérer ses biens et son fils cherche simplement à la protéger. Je sentis un frisson parcourir l'assemblée. Puis vint le tour de maître Perrin. Il se leva, posa ses mains à plat sur la table et déclara d'une voix qui résonna jusqu'au fond de la salle. « Madame la Présidente, la vérité est tout autre. Nous allons démontrer que M. Le Goff n'agit pas par amour filial, mais par intérêt personnel, et qu'il a déjà commis plusieurs fraudes dans le but de dépouiller sa propre mère. » Un murmure parcourut la salle. Maître Perrin commença par présenter le rapport de l'huissier. Ma maison impeccable, mon autonomie complète. Puis, il appela le directeur de ma banque, qui confirma que ma signature avait été falsifiée pour tenter de retirer mes économies. L'homme parla d'une voix posée, implacable, et je vis le visage de Mathieu se décomposer peu à peu. Mais le coup le plus dur restait à venir. Quand maître Lemoine, le notaire, fut appelé à la barre, un silence de plomb s'abattit sur la salle. L'homme sortit calmement une chemise cartonnée et l'ouvrit. « Je certifie avoir été approché par M. Le Goff, dit-il, qui m'a demandé de préparer un acte de donation anticipé de la maison familiale à son profit, sans la présence ni l'accord de sa mère. J'ai évidemment refusé. Voici la copie de sa demande écrite et signée de sa main.
Il tendit les feuilles au juge. Un souffle parcourut l'assistance. J'entendis derrière moi une femme chuchoter. « Mon Dieu, quel fils !» Le juge fronça les sourcils, parcourut les documents, puis leva les yeux vers Mathieu. « Reconnaissez-vous votre signature, monsieur ?» Mon fils hésita, déglutit, puis tenta un sourire crispé. Ce n'était qu'une ébauche, une hypothèse. Rien d'officiel. Sa voix se brisa. Il savait que le masque venait de tomber. Maître Perrin conclut alors avec force. « Madame la Présidente, comment croire encore à la prétendue inquiétude d'un fils qui falsifie des signatures, tente de vendre la maison de sa mère et contracte des dettes de jeu en utilisant son patrimoine comme garantie? Il ne s'agit pas ici de protection, mais de spoliation organisée. » Je sentis mon cœur battre si fort que j'en eus presque le vertige. Je regardais mon fils et pour la première fois, je ne vis plus un enfant perdu, mais un homme pris au piège de ses propres mensonges. Le juge annonça que la décision serait rendue dans quelques semaines. L'audience était levée. Mais avant de sortir, elle ajouta d'une voix ferme. « Monsieur Le Goff, au vu des éléments présentés, le tribunal transmettra certaines pièces au procureur pour examen de possibles infractions pénales. » Ces mots tombèrent comme une hache. Mathieu blêmit. Sa femme se détourna, furieuse. Je sortis du tribunal entouré de regards. Certains m'étaient compatissants, d'autres curieux, mais tous portaient en eux la même pensée. C'était mon fils qui avait voulu me faire passer pour folle, et c'était lui qui risquait désormais la prison. Je marchais dans la lumière grise de l'Orient, le vent salé me giflait le visage. J'aurais voulu pleurer, mais aucune larme ne vint. À la place, une étrange sérénité m'envahit. J'avais survécu à l'humiliation, à la solitude, à la trahison, et désormais, c'était lui, mon propre fils, qui allait devoir affronter ses démons au grand jour. Les jours qui suivirent cette audience furent étranges. On aurait dit que le vent avait tourné dans la ville. Ceux qui, la semaine précédente, me regardaient comme une vieille femme fragile et suspecte, me saluaient désormais avec respect. À la boulangerie, la vendeuse me glissa en me rendant la monnaie. « Tenez bon, Madame Le Goff. Vous êtes courageuse, mais derrière cette solidarité nouvelle, je sentais couvert la tempête. » Mathieu n'allait pas encaisser la gifle publique sans réagir. Et je ne m'étais pas trompée. 3 soirs plus tard, alors que je fermais mes volets, j'entendis du bruit dans le jardin. Mon cœur se serra. J'ouvris doucement la porte arrière. Là, dans l'ombre, j'aperçus mon fils. Il titubait, l'odeur d'alcool lui collait à la peau, ses yeux brûlaient d'une lueur inquiétante. « Maman, gronda-t-il, tu m'as humiliée devant tout le monde. » « Tu crois avoir gagné ?» Je restais figée. La peur me transperça, mais je refusais de reculer. « Mathieu, tu t'es humilié tout seul, tes actes parlent pour toi. » Il s'approcha, le visage déformé par la colère. « Si je tombe, je t'emmène avec moi. Tu m'entends ? Avec moi. » Je sentis un frisson glacé dans ma nuque, puis il recula brusquement, tituba hors du jardin et disparut dans la nuit. Je refermai la porte à double tour, les mains tremblantes. Le lendemain, j'allais directement voir mon avocat. Il est venu chez moi, dis-je. Ivre, il m'a menacé. Maître Perrin hocha la tête, grave. Nous allons demander une ordonnance de protection. Même votre fils ne peut se permettre de franchir cette limite. Ce fut un choc de plus. En quelques mois, j'étais passée du rôle de mère protectrice à celui de mère protégée contre son propre enfant. Mais une aide inattendue arriva. Le dimanche suivant, le curé de notre paroisse vint frapper à ma porte. C'était un vieil homme chaleureux que mon mari avait beaucoup aidé pour des travaux dans l'église. « Madame Le Goff, dit-il, je tenais à vous dire que toute la communauté vous soutient. J'ai entendu des fidèles s'indigner de ce qu'on vous fait subir. Si vous avez besoin de témoins, beaucoup sont prêts à se présenter devant le tribunal. » Ces paroles me réchauffèrent. Je n'étais plus seule. Derrière moi, il y avait désormais des voisins, des commerçants, des amis d'autrefois, prêts à dire haut et fort que je n'étais pas folle, mais victime d'une trahison familiale. Pendant ce temps, la presse locale s'était emparée de l'affaire. Une veuve lorientaise, face à la cupidité de son fils, titrait un journal. Je n'aimais pas cette exposition, mais je savais qu'elle jouait en ma faveur. Plus l'affaire devenait publique, plus il serait difficile pour Mathieu de me faire passer pour une vieille femme délirante. Mais lui, comment réagissait-il ? J'appris par un voisin qu'il avait quitté le domicile conjugal. Claire, ma belle-fille, l'avait mis à la porte.
Elle n'acceptait pas de voir son nom mêlé à un scandale judiciaire. Les enfants restaient avec elle, et je crus deviner qu'elle commençait à comprendre l'ampleur de la dérive de son mari. Un soir, alors que je préparais un simple potage, j'entendis frapper timidement à ma porte. J'ouvris. C'était Claire. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés. « Je ne devrais pas être ici », dit-elle d'une voix basse, « mais je voulais vous dire que je n'ai jamais cru que vous étiez folle. C'est Mathieu qui m'a poussé à écrire cette déclaration contre vous. Je le regrette. » Je restais sans voix. Elle reprit. « S'il faut témoigner pour rétablir la vérité, je le ferai. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans le mensonge. » Ces paroles furent comme un baume amer. Une partie de moi avait envie de lui claquer la porte au nez, de lui rappeler la douleur qu'elle m'avait infligée. Mais une autre partie savait qu'elle pouvait devenir un témoin crucial. Alors, je me contentais de hocher la tête. « Merci, Claire. » Quand elle repartit, je restais longtemps immobile dans le couloir, le cœur serré. Mon fils perdait même le soutien de sa propre femme. Et moi, la vieille veuve qu'il voulait effacer, je retrouvais peu à peu une armée silencieuse derrière moi. Je compris alors quelque chose. Ma vengeance n'était pas dans la violence, ni dans les cris. Ma vengeance, c'était de rester debout, entouré, respecté, alors que lui s'enfonçait dans la solitude et le discrédit. Mais je savais aussi qu'il n'avait pas dit son dernier mot, et que la prochaine audience serait décisive. La date de l'audience finale approchait comme une marée inévitable. Chaque matin, en ouvrant mes volets sur le port de l'Orient, je sentais la tension m'écraser la poitrine. Tout allait se jouer en quelques heures. Ma dignité, ma maison, l'héritage de mon mari et peut-être même la liberté de mon fils. La veille du procès, je passais la nuit à relire les pièces rassemblées. Le rapport du notaire Lemoine, les relevés bancaires falsifiés, l'expertise graphologique prouvant que ma signature avait été imitée, le témoignage de la banque et désormais la déclaration écrite de Claire, ma belle-fille, qui s'était finalement décidée à tout raconter. En lisant ces mots, je sentis mon cœur se serrer. Mathieu m'a contrainte à signer une déposition contre ma belle-mère. Je regrette profondément. Elle est parfaitement lucide. Mon mari est tombé dans le jeu et les dettes. Il a agi par désespoir. Le lendemain matin, je me rendis au tribunal vêtu d'un tailleur sombre, le même que j'avais porté aux obsèques de mon mari. Pas par hasard, je voulais qu'il soit présent à mes côtés, dans chaque pas, dans chaque regard que je soutiendrais. La salle était comble. Journalistes, voisins, amis, tous attendaient la chute. Mathieu entra, livide, amaigri, mais toujours arrogant. Ses yeux évitaient les miens. Son avocat, nerveux, feuilletait fébrilement des papiers. Le juge ouvrit la séance. L'avocat de mon fils tenta un dernier barreau d'honneur. Ma cliente est âgée, fatiguée, confuse. Ses propres enfants l'ont constaté. Elle oublie, elle se perd dans ses papiers. Monsieur Le Goff n'a cherché qu'à la protéger. Sa voix se perdit dans un brouhaha de murmures. Alors Maître Perrin se leva. Je n'oublierai jamais la force de ces mots. « Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous allons aujourd'hui lever le voile sur la vérité. Madame Le Goff n'est ni confuse ni inapte. C'est une femme trahie. Trahie par son propre fils, qui a osé falsifier sa signature, qui a tenté de vendre sa maison dans son dos, qui a accumulé des dettes de jeu abyssales et qui a voulu faire de sa mère la garante de ses erreurs. » Un silence épais tomba. Puis, un à un, les témoins furent appelés. Le directeur de ma banque décrivit la tentative frauduleuse de retrait. L'expert graphologue confirma que la signature n'était pas la mienne. L'huissier lut son rapport sur ma maison, parfaitement entretenu. Enfin, Maître Lemoine remit au juge la copie de la demande de donation anticipée que Mathieu avait osé lui adresser. Mais le moment le plus fort fut l'arrivée de Claire. Ma belle-fille entra dans la salle d'une démarche hésitante, ses mains serrées l'une contre l'autre. Quand elle parla, sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. J'ai menti sous la pression de mon mari. Ma belle-mère n'a jamais montré de signe de démence. Elle s'occupe seule de tout. C'est lui qui a tout inventé pour couvrir ses dettes de jeu. Mathieu bondit, hors de lui. « Traîtresse !» hurla-t-il. « Tu te ranges de son côté maintenant ?» Le juge le fit taire d'un coup de marteau sur son pupitre. Mais la salle entière avait entendu. Mon fils venait de se trahir à nouveau, incapable de se contrôler. Je restais immobile, les yeux fixés sur lui. Je ne ressentais plus de peur,
plus de colère, seulement une immense tristesse. Devant moi ne se tenait plus l'enfant que j'avais bercé, mais un homme brisé par sa propre avidité. L'avocat de Mathieu, blême, tenta encore de sauver les apparences. Mon client traverse une période difficile, il n'a jamais voulu nuire à sa mère. Mais ses mots sonnaient creux. Le juge annonça qu'elle rendrait sa décision sous 15 jours, mais chacun savait déjà l'issue. Lorsque l'audience fut levée, je me levai lentement. Mes jambes tremblaient, mais mon dos restait droit. Dans le couloir, des journalistes m'entourèrent, posant 1000 questions. Je ne répondis qu'à une seule. « Madame Le Goff, que ressentez-vous après cette confrontation ?» Je pris une grande inspiration et dis simplement « La douleur d'une mère et la force d'une femme ». Puis je m'éloignai, laissant derrière moi le brouhaha des micros. Mathieu, lui, était resté dans la salle, tête basse, prisonnier de ses propres chaînes. 15 jours d'attente. 15 jours à compter les heures, à tourner dans ma maison comme une âme en peine. Chaque bruit de pas dans la rue me faisait sursauter. Chaque courrier dans la boîte aux lettres me glaçait. Et pourtant, je savais au fond de moi que le pire était déjà derrière moi. J'avais affronté la trahison, l'humiliation, et j'étais encore debout. Le matin du jugement, je me levai tôt. J'ouvris les volets sur le port de l'Orient, où les bateaux de pêche revenaient chargés. L'air salé entra dans ma cuisine, m'apporta un souffle de courage. J'enfilai mon manteau sombre, pris mon sac où j'avais rangé tous mes papiers, comme une armure. La salle d'audience était silencieuse quand nous entrâmes. Mathieu était là, le visage fermé, méconnaissable. Il avait perdu du poids, ses yeux étaient cernés. Derrière lui, il n'y avait plus ni Claire, ni ses enfants, ni amis. Il était seul, et ce silence autour de lui en disait long. Le juge lut longuement la décision. Les phrases s'enchaînaient, techniques, froides, mais chaque mot me réchauffait un peu plus. La demande de mise sous tutelle est rejetée. Les preuves présentées par M. Le Goff sont jugées falsifiées. Une enquête pénale sera ouverte pour tentative d'escroquerie, usage de faux et abus de faiblesse. À ces mots, un frisson parcourut la salle. Mathieu se leva d'un bond, protesta, cria son innocence. Le juge le fit taire d'un geste sec. Moi, je restais immobile. J'aurais voulu crier de joie, mais ce qui monta en moi, c'était une vague de tristesse et de soulagement mêlés. J'avais gagné. Oui, ma maison, mon nom, ma dignité m'étaient rendus. Mais j'avais perdu mon fils. En sortant du tribunal, les journalistes me pressèrent de questions. Je les écartais doucement. Je n'avais rien à dire à la presse. Mon message, je le réservais à d'autres. Ce soir-là, je rentrais chez moi et j'allumais la lampe dans le salon. Le silence emplissait la pièce. Sur la table, j'avais posé une photo. Mon mari, mon fils enfant et moi, tous souriants un été à Groix. Je m'assis face à cette image, le cœur serré. Puis je parlais, non pas à eux, mais à celles et ceux qui, peut-être, liraient ou entendraient un jour mon histoire. À toutes les mères, à toutes les grand-mères qui ont sacrifié leur vie pour leurs enfants et qui un jour se retrouvent trahies. Je vous comprends. Je sais la morsure de la honte, le poids de la solitude, la brûlure de l'injustice. On croit qu'en donnant tout, on sera protégé à notre tour. Mais parfois, ce sont nos propres enfants qui deviennent nos bourreaux. J'ai appris une chose, il ne faut jamais se laisser effacer. On n'est pas une vieille femme bonne à jeter dès qu'on dérange. Nous avons une voix, une mémoire, des droits. Même à 68 ans, même veuve, même fatiguée, j'ai levé la tête et j'ai dit non. Mon fils a tenté de me faire passer pour folle. Il a essayé de vendre ma maison, d'effacer mon nom, mais c'est lui qui a été démasqué. Et moi, j'ai retrouvé ma place, celle d'une femme qui n'a plus peur. Alors à vous qui m'écoutez, si l'on vous humilie, si l'on vous manipule, si l'on vous vole, ne baissez pas les yeux. Même silencieuses, nos blessures peuvent devenir des armes. Même tard dans la vie, on peut reprendre le contrôle. Ne laissez personne décider que vous êtes fini. La dignité n'a pas d'âge. Je me tue. Dans la pénombre de la pièce, seule la photo brillait sous la lampe. J'essuyais une larme. J'étais vieille, oui, mais je n'étais pas brisée. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis libre.